Bonjour, c'est Style Comics et je reviens à nouveau pour un deuxième épisode sur le Strange 172 d'avril 1984, le magnifique fascicule acheté en librairie qui a été la pierre fondatrice de ma passion pour les comics. Et je vais vous parler des épisodes de Spider-Man, d'Iron Man et de Rome qui étaient dans ce bouquin. Alors si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à aller voir la précédente vidéo dans laquelle je me suis un petit peu attardé sur Daredevil et notamment sur la façon dont la censure de ces épisodes de Daredevil avait été finalement donnée pour moi, selon moi, un aspect un peu plus moderne finalement à la version de Strange par rapport à la version qui était la version d'origine et parue aux États-Unis. Là je vais vous parler un petit peu plus des trois autres séries qui étaient présentes et en quoi elles ont été à la fois je trouve graphiquement intéressantes mais aussi un peu fondatrices des choses qui m'ont plu dans les comics. L'homme araignée, le fameux Spider-Man mais qu'on appelait l'homme araignée ou l'araignée dans les épisodes puisqu'on traduisait pas mal de noms à l'époque. Un épisode dessiné par Denny O'Neil, dessiné par John Romita Jr. et ancré par Jim Mooney. C'est pas un encreur, enfin c'est un encreur dont j'ai vu passer le nom plusieurs fois, mais pas un encreur dont j'ai vraiment, on va dire, une perception claire du travail. Ce qui est sûr, c'est que on n'était pas... c'était un encreur qu'on voit qu'il y a un trait un petit peu plus lâché, parce que typiquement, John Romita Jr. s'inscrivait clairement à l'époque dans le style graphique de son père, hein, dans la représentation, on le voit, hein, des visages féminins ici, son Peter Parker aussi, notamment à vraiment la coiffure, un peu la tête que lui donnait John Romita Sr. Donc on est vraiment dans ce travail-là, et ce qui est intéressant, c'est que selon les encreurs, ce style-là pouvait finalement paraître très propre, très lisse, mais pas au mauvais sens du terme, comme le pouvait faire John Romita Sr. Et là, finalement, cet ancrage un peu plus épais, un peu moins clean, on va dire, je vais pas dire plus lâché, mais un peu moins clean, un petit peu dans la lignée un peu plus fin quand même de ce que faisait Klaus Johnson, par exemple, sur Frank Miller. On est dans quelque chose qui, du coup, apporte, je trouve, une texture intéressante par rapport au style de dessin de Romita, qui, comme je le disais, était vraiment dans la lignée de son père, donc qui était plus propre, en fait. Si vous avez déjà vu les dessins de John Romita Sr., c'est d'une élégance folle. Lorsqu'il est bien ancré, c'est absolument incroyable, en fait, la beauté des traits, de l'ancrage, la finesse des détails et tout. Là, on est dans quelque chose de plus organique. Et je trouve qu'il y a... à l'époque, c'est pas vraiment ce que je préférais. J'ai préféré après, quand des Spider-Man, j'en avais parlé déjà de Ron Friends, par exemple, avec des ancrages plus propres. Mais avec le recul, je me rends compte que ce qui était intéressant, c'est que c'était un mariage un petit peu comme il a pu avoir après John Romita Jr. avec Klaus Johnson, c'est-à-dire un mariage de quelqu'un qui finalement va apporter plus de dynamisme, un côté beaucoup plus organique au trait sur un dessin un peu finalement assez classique. Et là, c'est cette texture qu'on retrouve un petit peu presque plus réaliste. Effectivement, on le voit ici sur toutes les petites masses de noir, tous les traits qui viennent apporter de la matière sur les décors, etc. D'ailleurs, c'est marrant, mais c'est ce qui a forgé un peu ma perception de New York à l'époque. C'est-à-dire, voilà, c'était ça, quoi. C'était une ville délabrée, un peu sale, très métallique, où les coins de rue étaient glauques. Alors, il me semble qu'effectivement, dans les années 80-90, à l'époque de ces comics-là, c'était pas New York, c'était pas vraiment comme aujourd'hui. C'était pas un lieu où on se baladait tard le soir. Mais clairement, en fait, cette texture d'ancrage, je la trouvais finalement aujourd'hui, elle a donné immédiatement pour moi, jeune lecteur, cette patte, cette idée que Spider-Man c'était réaliste. Ça se passait c'était pas, je vais dire documentaire, mais il y avait quelque chose de très terrien en fait, de très terre à terre. Et finalement, ça a forgé chez moi cette perception
que Spider-Man, c'était exactement ça. C'était un gars normal avec un costume et des pouvoirs extraordinaires, mais qui faisait des choses, qui évolue dans un monde finalement d'une, alors extraordinaire aux yeux d'un enfant, mais en tout cas finalement de très concret, très moderne, très contemporain et très réaliste en fait. Et typiquement en plus l'histoire, c'est exactement ça. C'est-à-dire comme je disais dans la précédente vidéo, il n'y a pas de super vilain dans cette histoire, c'est Spider-Man qui est défoncé, voilà, qui revient au début, il a été blessé d'un précédent combat, il est fatigué, il a mal au crâne, il est pas clair, il a une cheville abîmée je crois, et justement il va à l'hosto, on lui dit voilà qu'effectivement c'est pas une fracture mais c'est une entorse, donc déjà il est éclaté, et pour autant il reçoit un appel de Madame Web qui lui dit qu'un marathonien va être tué, mais il sait pas lequel, donc c'est le marathon de New York. C'est New York, je dis pas de bêtises, ouais c'est New York, donc plus qu'en plus je me trompe, et donc il doit intervenir en fait, et sauf qu'il ne sait pas qui est la cible, et donc il va devoir être vigilant tout au long du parcours. Et en fait cette histoire c'est les fondamentaux pour moi de Spider-Man. C'est un gars qui est pas super en forme, qui est pas au mieux de sa forme, mais qui malgré tout va essayer de faire au mieux. Un gars qui part dans une situation qui clairement est mal barrée parce que effectivement il a aucun indice, il sait pas qui est la cible. En plus il y a quand même voilà des accidents, des trucs à gérer, etc. Et pour autant, malgré la fatigue, malgré tout ce qui pourrait l'empêcher qui le pousserait à abandonner, et ben il abandonne pas. Donc joli parallèle aussi avec le marathon, et il finit par sauver le vainqueur. C'est tout basique, mais voilà, toute l'essence pour moi de Spider-Man est dans cette histoire, la résilience, l'abnégation, la capacité à se dépasser et aller contre les probabilités pour quand même réaliser sa mission. Et puis en plus ce petit côté de la loose, puisque non seulement il est éclaté et il se dit bah, tiens je vais peut-être aller trouver un peu de réconfort auprès de la jeune Déborah, ou Debra je crois en anglais, mais là c'était Déborah, mais sauf que bah voilà, entre temps elle a rencontré quelqu'un, sa chance s'est passée, et que donc voilà, c'était la Parker Luck qui déjà frappait à l'époque, et donc c'est pour ça que ce personnage là c'était immédiatement celui auquel on pouvait s'identifier quand on est gamin, et c'est pour ça que même s'il n'y avait pas de super vilain notable, il a fallu attendre les autres numéros effectivement pour développer aussi ma passion pour Spider-Man là-dessus. Cette histoire qui est toute basique, je trouve était une excellente entrée en matière dans ce qu'est Peter Parker et dans ce que va être ou ce que j'aime que soit Spider-Man. Ensuite, l'invincible Iron Man pour épisode 161. Je sais pas si la numérotation a été correcte, mais surtout on voit, et là c'était le petit truc qui à l'époque j'avais pas bien compris mais que j'ai compris après, c'était deuxième partie et on commence à la page 11, donc en fait on est dans un épisode un petit peu réduit, puisqu'en fait on a finalement que 11 pages à peu près sur un épisode de 22, et les 11 pages étaient dans le Strange précédent, que je ne crois pas avoir eu, ou que j'ai mis des années plus tard à relire. Donc là on était vraiment, c'est ce qui s'appelle vraiment de l'entrée directe. On dit aujourd'hui que les comics de l'époque avaient un peu la philosophie de dire, c'était Jim Shooter qui disait, je crois que tous les comics pouvaient être les premiers comics de quelqu'un, donc il fallait qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Là, clairement, dans Strange, quand vous commenciez, je vous disais, Daredevil, j'arrivais en plein milieu d'une saga, je savais pas qui était quoi, et pour autant, je me souviens avoir quand même bien compris les enjeux. Même chose pour Spider-Man, même chose pour Iron Man. C'était quand même des histoires, le fait que les histoires soient aussi assez auto-contenues, en tout cas, et avec une forme de sérialisation façon soap, on va dire, mais en même temps des intrigues assez auto-contenues, faisait que c'était quand même assez simple, et c'est pour ça que souvent on pose la question de dire par quoi je peux commencer telle série, et je sais que on dit que des lecteurs habitués vont dire en fait, commencez juste à un endroit, et après vous rattraperez. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette construction sous forme d'album,
Puis c'est aussi ce changement du statu quo très fréquent qu'on peut avoir, fait que ça rend peut-être un peu les lecteurs hésitants à commencer en plein milieu. Et c'est vrai que comme en plus l'accès va se faire principalement maintenant par des volumes reliés, alors qu'à l'époque on consommait ça à l'unité, on va dire, chaque épisode il fallait attendre 1 mois pour avoir l'histoire. Donc imaginez effectivement, et sachant qu'il n'y avait pas non plus énormément de comics, la dose de comics était déjà très réduite. Et aussi, un point important, quasiment peu d'accès à l'historique, en fait. Il n'y avait pas les intégrales, il y avait des éditions effectivement d'anciens épisodes des 4 Fantastiques ou de Spider-Man, mais c'était compliqué en fait, on n'avait pas cette perception des époques et de la construction de collections en fait. Donc on rentrait par là, on pouvait rentrer, et on s'accrochait à partir de là. Et donc c'est pour ça qu'il y avait des tas d'intrigues, typiquement ici, Obadiah Stane, personnage complètement inconnu pour moi, évidemment, mais l'essentiel était là, je comprenais qui était Tony Stark, je comprenais ce qu'était cette armure, ce qui lui permettait de faire. Les petits gadgets, voilà, quand vous commencez Iron Man avec les patins roulettes d'Iron Man, mais c'est formidable. Ça vous donne cette idée que voilà, on n'était pas sur la nanotechnologie à l'époque, mais on était dans une armure, une vraie armure, avec quelques gadgets en plus, et qui du coup, encore une fois, je trouvais qu'on donnait l'idée que c'était un petit peu high-tech, mais pas tant que ça, en fait. Donc ça, c'était cool. Et puis, il y a quand même... je vais revenir après sur la partie graphique, mais en termes que mise en scène du personnage, on avait tout, en fait, dans cet épisode. On avait sa capacité à voler, à éviter des missiles, les rayons répulseurs, les fameux patins roulettes, mais aussi la solidité de l'armure qui était mise à l'épreuve avec ce tank. Cette image, elle est folle quand le tank lui passe dessus et il se relève comme si de rien n'était. Je trouvais ça vraiment, vraiment trop cool, en fait, de voir cette démonstration de pouvoir. Et puis ce personnage d'Obadiah Stane, avec un look, bon, voilà, c'était un peu le Lex Luthor, on va dire, d'Iron Man, mais avec un look un petit peu particulier, on va dire. Et puis cette composition, et je vais revenir un petit peu sur le côté artistique, mais cette composition, on comprend pas en fait pourquoi. En fait, je suis même pas sûr si mon explication aujourd'hui elle tient la route, mais là on est dans un découpage déjà un peu, je vais pas dire chaotique parce que ça reste tout à fait lisible, mais vraiment assez audacieux quand même. On a des ruptures de cases, de forme de cases assez fréquentes. On a le personnage qui sort des cases. On a cette transition là qui est vraiment sympa en fait, avec l'effet de vol en fait qui vient détourer aussi une partie de la case. Ces plans là aussi que faisait Luke McDonnell, j'aimais beaucoup aussi, cette espèce de capacité à déformer les corps et d'Iron Man, et d'avoir souvent ces plans un petit peu où il avait ce côté un petit peu tordu sur d'autres épisodes qui étaient parus après, et voilà, ça je trouvais ça cool. Le rendu du métal aussi qui était bien, alors pas aussi bien que va le faire Bob Layton après, clairement, mais quand même, la notion de texture et de métal était, pour moi, était non discutable et ressortait bien. Et puis, donc, je vous disais, cette double page que je n'explique aujourd'hui que par une chose, c'est qu'il me semble que le personnage de Obadiah Stane était un joueur d'échecs et justement était toujours un peu dans cette rivalité, dans cette stratégie pour essayer de faire tomber Tony Stark et Iron Man. Et du coup, voilà, je me suis dit que peut-être que là, à ce moment-là, ils ont voulu signifier cette dimension du personnage avec ce découpage, mais aussi parce que sans doute il y a une tonne de dialogue et qu'il fallait pouvoir caser ça. Cette case, j'adorais ce truc-là. Ça n'a aucun sens, mais c'est une représentation graphique de la tristesse et de l'état d'âme du personnage que je trouvais génial en fait. Qu'on retrouvait des fois aussi dans Spider-Man, je crois, où on avait un peu cette représentation du visage. Et puis ce dernier plan, en fait. Et là, quand vous avez 8 ans, et ben c'est un peu une question, en fait. C'est-à-dire que vous arrivez, vous venez de suivre un personnage ultra héroïque. Alors bien sûr, vous l'avez suivi sur une dizaine de pages. Et en fait, ça finit avec ce personnage qui est sombre, qui semble vraiment tenté, pas bien, etc. Avec un visage, une mine très sombre, et qui est tenté par de l'alcool. Donc voilà, prochain épisode, la destruction de Tony Stark. Autant vous dire que ça faisait trépigner d'arriver au mois de mai pour arriver à savoir ce qui allait se passer dans la destruction de Tony Stark. Mais voilà, donc là, encore une fois, les fondamentaux
d'Iron Man, et le côté high-tech, le côté des adversaires avec lesquels il doit lutter sur le plan en tant que Tony Stark et en tant qu'Iron Man, et puis évidemment le rapport à l'alcool. Et je vais finir sur Rome, le chevalier de l'espace, dont je ne connaissais absolument rien, évidemment, alors là vraiment absolument rien, et une entrée dans un épisode, mais qui m'avait à la fois fasciné, et en même temps j'y comprenais tellement rien, que du coup c'est sans doute l'épisode qui m'a fait le plus gamberger à l'époque, parce que j'arrivais directement dans le sanctuaire de Doctor Strange. Je me retrouvais avec cette représentation délirante, digne de Steve Ditko, d'une dimension parallèle ou de l'espace, d'un chevalier aux proportions incroyables qui tire sur ce qui semblait être, je sais pas, une fenêtre ou une silhouette en fait. Cette composition aussi magnifique, qui est un flashback en fait, qui va raconter un petit peu ce qui s'est passé précédemment, mais avec une composition, et puis ce personnage qui tire littéralement sur des gosses. Alors je comprenais un petit peu dans les textes ce qui se passait, mais c'était des images, des gosses qui avaient l'air un peu flippants, façon les... Comment ils appellent ce film ? Les coucous de Midwich, je crois que c'est un truc comme ça. Qui sont du coup dans le film, qui sont des enfants nés d'extraterrestres, donc qui sont très flippants. Là on a un peu cette impression là. Et puis ce personnage, ce Doctor Strange avec un troisième œil, encore une fois, quand vous savez pas qui c'est, on comprend pas trop que ce troisième œil effectivement lié à l'œil d'Agamotto. Et puis voilà quoi. Là on est enfin clairement on passe du Spider-Man le plus terre à terre, même Iron Man qui est dans la science-fiction, et là on se retrouve dans un univers complètement fantastique, complètement délirant, avec ce Living Tribunal là, que je vous disais, avec cette texture là que Jean Frisano a reproduit en super bien d'ailleurs sur la couverture, et voilà ce décor complètement surréaliste, ces formes permanentes, l'intermédiaire ici qui apparaît, ce personnage avec 3 visages, donc voilà, clairement c'était cette séquence, elle est folle aussi, avec une des distorsions de la réalité, des perspectives incroyables, des déformations, et ce personnage de Rome qui, à ce stade de l'histoire, je n'arrivais pas encore à bien cerner qui il était, parce que c'est un personnage qui a quand même une allure assez inquiétante, qu'on présente vraiment comme un exterminateur, un peu sans pitié, donc je ne comprenais pas trop. Un subplot ici qui commence, alors là, complètement paumé, avec un super-héros qui a des ventilos dans les jambes et aux avant-bras, qui s'appelait Rocket, non, peut-être pas Rocket, ça me reviendra. Je vais finir par le lire, je pense, à un moment donné. Mais je le trouvais cool en fait, j'aimais bien son look, mais c'est peut-être pas Rocket en fait. Non, Rocket c'est un personnage de... Ah, Torpille, pardon. Rocket c'est le personnage des Nouveaux Mutants. Donc la Torpille, j'étais pas loin, ça va. Et Starshine, donc, qui est... qu'on découvre comme étant l'amoureuse de Rome. Mais pareil, avec un look, cette tête en losange complètement improbable. Bref, et ce personnage-là de sorcier, je n'y ai rien compris. Si ce n'est ce qui se passait en fait. Voilà, ce qui se passait, je le comprenais, mais dans quel contexte ça se situait, qui étaient ces créatures, etc. Alors là, c'était le bordel. Et pour autant, cet épisode m'avait vraiment marqué par l'excellence graphique en fait. C'est clairement, pour moi à l'époque, je pense, le truc qui était le mieux dessiné. Même si aujourd'hui, je peux bien évidemment beaucoup plus apprécier le travail de Miller, etc. Et que j'aime beaucoup John Romita Jr. Mais cet épisode-là, moi je l'avais trouvé vraiment magnifique. Pour plein de raisons. Et en fait, ces raisons, c'est le travail des encreurs qui ont littéralement bouffé le dessin de Sal Buscema dessus. Mais voilà. J'ai envie de dire, se faire déposséder de son travail par des encreurs qui font un tel boulot, c'est moche. Mais pour le lecteur, c'est bien quand même. Parce que là, on est dans un... Je serais curieux de voir la comparaison entre les planches originales et ça. Mais là, on est dans de l'ajout de texture, on est dans une élégance d'ancrage incroyable dans les différentes formes, dans le jeu des ombres. Ce travail sur l'armure de Rome ici, avec tous ces petits traits là, qui donnait cette texture un peu
pas vraiment métallique, mais artificiel, avec des effets d'éclairage aussi, parce que là on a vraiment une vue de source de lumière qui arrive ici, donc on a toute cette partie ombrée avec cette source de lumière qui arrive derrière. Ce personnage, là, clairement on ne reconnaît pas les visages de Sal Buscema, mais je trouve que le travail sur les pommettes, le visage de Doctor Strange est magnifique. En fait, ça a un côté vraiment très réaliste. Je sais pas exactement à quel, je vais pas dire Adam Hughes, mais ça me fait penser un petit peu à ça en fait, par rapport à ce que faisait Sal Buscema par ailleurs. Là, je trouve qu'on a un peu ce type d'épaisseur de trait, de volume qui est donné. Un travail, voilà, un superbe travail sur les ombres, encore une fois. Les décors, ce décor-là, cette texture de décor est magnifique. Même la couleur de l'époque, je trouve, était pas mal. Hein. Était clairement pas mal. Maintenant que je me rends compte par rapport à Daredevil, mais il y a un travail un petit peu plus important sur les textures ici. Alors c'est pas non plus dingue, mais franchement ça n'a pas trop à rougir de quelque chose on va dire de 10 ans après. Donc des bons choix de colorisation, un vrai équilibre dans les compositions. Encore une fois, cette image elle est incroyable, cet effet de texture dessus elle est super bien. Tous les vêtements aussi, le foisonnement des détails ici. Et puis il y a ce volume des personnages aussi qui était travaillé avec systématiquement avec ses ombres et ses petits traits. Ici, alors là, ça ne va pas se voir à la caméra, il faudrait que je trouve un autre exemple. Mais voilà, tous les petits traits ici qui viennent travailler le volume et ou montrer le fait que justement le tissu et se courbe. Voilà, moi je trouvais ça magnifique. Cette histoire m'a fasciné visuellement, même si j'y comprenais rien. Mais il y avait une espèce de force, de beauté qui n'a pas perduré d'ailleurs dans beaucoup sur les épisodes de Rome que j'ai vus après. Mais bon, ça restait. C'est une série qu'il faudrait que je relise un jour. J'ai ce vieux rêve de l'avoir un jour collecté et de pouvoir la relire depuis le début parce qu'il y avait vraiment quelque chose de fascinant dans cette histoire et quelque chose de très dramatique dans ce sacrifice de ces chevaliers qui abandonnaient leur humanité pour aller mener une guerre en fait. Je trouvais l'histoire assez forte. Et d'ailleurs, de toute façon, il faudrait qu'un jour je parle de Bill Mantlo, mais c'est un scénariste qui a ses détracteurs et qui a malheureusement eu une vie très tragique, qui est pas décédé, je crois, mais qui a une vie, une fin de vie, on doit dire très 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 tragique. Et c'est un scénariste que j'ai mis du temps avant de comprendre que en fait, finalement il avait écrit beaucoup de comics de ma jeunesse que j'aimais beaucoup, et notamment Alpha Flight. Car oui, j'ose le dire, je préfère la période Bill Mantlo à la période John Byrne, même si j'aime beaucoup John Byrne, mais j'en parlerai un autre jour. Donc voilà, un scénariste qui est quand même assez reconnu. Et je trouvais que voilà, je serais curieux de savoir ce que ça donnait sur la longévité, enfin sur la longueur, pardon, de Rome. Mais un épisode graphiquement, je trouve, qui tient encore bien la route, qui est très moderne et puis qui méritait le coup d'œil, clairement, et qui a encore plus contribué à mon envie d'en savoir un peu plus. Voilà, car ce n'était pas le cas des pages imposées par la réglementation pour les publications jeunesse et qui imposait d'avoir un contenu éditorial instructif. Petit clin d'œil, Max Faraday, si tu regardes cette vidéo, l'expérience de Faraday. On parlait déjà de toi à l'époque. Donc voilà, ces petites pages que j'ai pris le soin de ne jamais vraiment lire, car ce n'est pas ce qui m'intéressait. Le petit résumé, ça, les trucs. Ce personnage-là qui m'avait intrigué, Crystar, là aussi une saga que j'ai lue sporadiquement, mais qui paraissait en speedé, donc je ne lisais pas à l'époque. D'heroic fantasy un peu intrigante, avec un personnage et des looks assez terribles. Encore des pages, voilà, le fameux courrier des lecteurs, avec quelqu'un qui habitait pas très loin de chez moi d'ailleurs, c'est marrant. Donc voilà, et puis cette page-là, et je terminerai là-dessus, qui était la page qui faisait rêver, puisque c'était la page dans laquelle on pouvait voir plein de comics, plein d'albums qui sortaient à l'époque, et puis que moi malheureusement à l'époque je ne pouvais pas acheter, mais qui m'ont fait rêver pendant des années, et que finalement Wolverine, Serval à l'époque, par Frank Miller et Chris Claremont, que j'ai pu lire des années plus tard, mais cette couverture déjà à l'époque me fascinait. Ce spécial Strange avec les
les X-Men, les Uncanny X-Men que je ne connaissais pas et que j'ai découvert des années plus tard par John Byrne, les rééditions des 4 Fantastiques et ce Special Strange Origins que j'ai eu la chance d'acquérir aussi. Je ne vais pas vous en parler maintenant mais qui est la première apparition de Doctor Doom et le premier combat entre Dormammu et Doctor Strange. Et voilà. Donc, ce qui est marrant, c'est que en fait, mon père s'était trompé le mois suivant. Il m'avait acheté celui-ci, en fait, qui était hors série, qui restait un petit peu plus longtemps, je crois, qui était 172 bis. Ce qui fait que j'ai raté le 173. Que j'ai après acheté des années plus tard, et j'étais repassé après au 174, donc autant vous dire qu'effectivement la continuité à l'époque, fallait s'adapter. Mais c'était pas grave, ça m'a fait permettre de découvrir Special Strange Origins, donc des vieux épisodes complètement différents, donc c'était vraiment une rupture très importante, mais il y avait de l'explication de ce qu'était l'univers des 4 Fantastiques, donc ça m'a permis de découvrir les 4 Fantastiques. Et mine de rien, voilà, en 2 mois, j'avais pu découvrir Daredevil, Iron Man, Spider-Man, les 4 Fantastiques, Doctor Strange, Doctor Doom. Donc finalement un beau panel de ce qu'était Marvel, et c'est comme ça que pendant voilà, de 84 ans aujourd'hui, je continue à lire des comics et à diversifier un peu les horizons, mais voilà ce qui ont été les 2 piliers de ma passion pour les comics. Et ce que je pouvais vous en dire, voilà, bah écoutez, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo nostalgie de lecteurs de longue date, mais je pense que c'est assez important aussi d'essayer d'aller à l'origine de ce qui vous a donné le goût des comics. Ça peut être des films évidemment, mais ça peut être aussi une histoire, un album. J'aime toujours l'idée qu'aujourd'hui quelqu'un va pouvoir commencer les comics avec un comics pour lequel il développera un attachement comme moi j'ai pu développer un attachement pour ces épisodes, et qui peut-être dans quelques années les relira en se disant ah ouais, quand même, ça savait faire des comics à l'époque, hein, c'est pas comme maintenant. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire encore une fois en commentaire quels ont été pour vous les comics qui ont tout déclenché, qui ont démarré votre passion, puis ce qui vous avait plu. Et puis merci encore de votre soutien, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, si vous êtes encore là, parce que là c'était pas tout à fait dans le même style que d'habitude. Et puis merci encore pour tous les commentaires, vos abonnements, tout votre soutien sur Twitter aussi, ça fait très plaisir. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour je ne sais pas quoi. Peut-être vous parler aussi du sketchbook de Mike Mignola qu'il a fait pendant le confinement, parce qu'il y a des choses aussi intéressantes à dire sur ses dessins. Donc voilà, mais on verra. Merci beaucoup, prenez soin de vous, et puis à très bientôt. Ciao.